évidemment, je pris une bonne claque au Covid parce qu'un jour, avec mon associé, on sentait un peu, je sais pas si on sentait le truc venir, mais très vite, on a dit tout le monde en télétravail. Et je me rappelle que ce jour-là, on était dans une salle comme ça, on voyait tous les gens qui passaient et qui disaient « Allez, à bientôt !» Et j'étais là, mais est-ce que j'ai pas fait la plus grosse erreur de ma vie? Là, j'avais l'impression que tout le monde partait en vacances, quoi. C'est plutôt un bon indicateur, mais on s'est rendu compte que les gens faisaient 95% de présentiel parce qu'en fait, ils n'ont pas dans Paris 150 mètres carrés. Des fois, il y a des jeunes, ils ont 25 mètres carrés qui sont très contents de venir au bureau et de voir un peu de monde. Du coup, on a pris les bureaux et ça nous a changé la vie. En fait, la croissance de l'entreprise a explosé à partir du moment où on a pris ces bureaux-là, quoi. Et puis il y a aussi des personnes, des profils qu'on ne peut pas laisser en 100% télétravail parce qu'ils ont besoin d'être pilotés, ils ont besoin d'être... c'est ça, ils ne sont pas autonomes. Donc je pense qu'il y a aussi un risque à trop promouvoir le 100% télétravail parce que c'est aussi, ça peut vite se terminer en 100% délocalisation, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, il vient aussi du fait que tu puisses être toi-même finalement dans ta boîte. Tu te dis, ouais, en fait, ils me prennent juste comme je suis, avec le télétravail, 4 jours par semaine, la fameuse flexibilité dont on parlait tout à l'heure. Pour ou contre plus de flexibilité dans le monde du travail? Ok. C'est comme ça? Pour relancer l'emploi. Pour relancer l'emploi, ok. Ouais, c'est vrai que c'est important. Ouais. Pour. Non, mais après, ça dépend ce qu'on met derrière flexibilité du travail. Parce que t'as quand même. Si c'est flexibilité du droit du travail, pour le coup, pour en avoir un peu, comment dire, subi les effets et avoir été et être encore un peu dans des débats autour de l'ubérisation, etc. Je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est déjà recaler le débat et se dire est-ce que, si en gros la flexibilité c'est d'aller vers plus de travail indépendant, il faut se dire est-ce que demain on sera tous indépendants, est-ce qu'on sera tous auto-entrepreneurs, est-ce qu'on sera tous freelance? Je crois qu'on est très loin et c'est un mythe complet. La fin du salariat. Et la fin du salariat est un mythe complet et je pense que c'est beaucoup plus agité par certains pour justement garder des positions et des assises que ça n'est un vrai problème. Et enfin, moi, pour parler de ma petite expérience, nous ce qu'on voit, c'est que tant du côté des auto-entrepreneurs, enfin des jeunes qui cherchent cette nouvelle forme de travail que des entreprises. En fait, on arrive comme une solution qui les soulage d'une peine qu'ils ont au quotidien, qui est à la fois le recrutement, mais aussi la possibilité de travailler en France avec des gens de façon très simple. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a le CDI, le CDD disons long terme, tout ce qui est, un peu l'emploi durable. Après, tu as la flexibilité avec l'intérim, et encore c'est de la flexibilité relative. On parlait tout à l'heure de la durée minimum des missions dans vos cabinets de conseil, on voit que c'est 2 mois, 3 mois, donc ça reste une flexibilité relative. Et après tu as toute la partie ultra flexibilité qui avant était un peu couvert par le travail au black, mais maintenant qui n'existe quasiment plus avec la disparition du cash et tout, et qui aujourd'hui doit trouver une nouvelle expression. Quand tu as un besoin pour, je sais pas, par exemple demain il y a la foire de Paris qui commence, t'es exposant, bah, tu dois trouver quelqu'un pour demain parce que ton stand est un peu grand, et voilà, et bah, comment tu fais aujourd'hui dans la configuration actuelle du droit du travail et du salariat? C'est super compliqué parce que tu vas devoir trouver quelqu'un, faire une DPAE, lui faire limite faire une visite médicale, blablabla. Et c'est sûr que les solutions comme la nôtre ou de travail indépendant amènent cette ultra flexibilité qui doit être encadrée pour pas qu'il y ait de dérive, mais de toute façon je pense que assez naturellement les entreprises n'iront pas que vers de l'ultra flexibilité parce que on le voit tous en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, tu es obligé de garder les gens. Tu peux pas fonctionner en disant bah en fait je vais garder des gens 3 semaines, puis après je vais changer, je vais prendre quelqu'un à nouveau 3 semaines. Tu as besoin de fidéliser et ça passe par le contrat de travail en fait. L'ultra flexibilité, ça fonctionne pour un certain corps de métier. C'est ce que tu expliquais, quoi. T'as un événement spot, tu as besoin de quelqu'un rapidement, ça peut fonctionner. Sur des sujets où tu as des sujets de fond en interne et que tu veux pas perdre la connaissance, le freelancing, c'est un peu plus risqué en fait, sur le long terme. Ouais. C'est ça que tu exprimais. Exactement. Mais on est loin du grand mythe du remplacement de...
des salariés par des auto-entrepreneurs. Enfin, on en est vraiment très très loin. Et quand on regarde les chiffres, parce que beaucoup disent, bah voilà, le truc explose, il y a de plus en plus de freelance, etc. Quand tu regardes les données, il y avait 11%, la part des indépendants, c'était 11% il y a 10 ans, c'est 12%. Ah oui, donc il n'y a pas d'évolution. Mais il y a une évolution, mais c'est rien du tout. Ouais, bien sûr. Rien du tout. Nous, on l'a vécu quand même l'année dernière, à titre, enfin dans notre Et domaine. ils sont revenus Alors, du freelancing. Pas tout à fait, mais l'année dernière, on cherche à recruter en CDI chez nous, les consultants. Beaucoup de candidats qu'on voyait en entretien voulaient passer freelance, soit à terme, d'un an, je veux bien venir chez vous, mais dans un an, je passe en freelance. Bah, pour nous, ça n'a pas trop d'intérêt. Soit je pense me poser des questions et je souhaite passer freelance et venir pour des renseignements. Comme tu dois rencontrer aussi. Et donc l'année dernière, il y a eu une explosion. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une explosion. Il y a énormément de profils qui passaient freelance. Je croyais que le Covid avait eu un peu l'effet inverse. Des CDI, on a entendu beaucoup. CDI qui sont passés freelance. Non, pas chez moi, non, ouais, mais de ceux qu'on voyait sur le marché. Des gens qui étaient avant, qui étaient disponibles ou autres. Ouais. Par contre, parce que la conjoncture l'année dernière était hyper dynamique dans ce qu'on fait nous, enfin de manière générale de toute façon. Ouais. Et là, c'est un premier trimestre qui était un peu plus dur pour tout le monde probablement. On voit énormément de freelances disponibles, sans mission, qui galèrent et qui nous appellent, alors que l'année dernière, c'est nous qui les appelions, ils étaient en galère, là c'est l'inverse. Et on voit que pas mal songent à repasser en CDI parce que ça fait 3 mois qu'ils cherchent. Et c'était quoi le moteur de ces ex-salariés CDI qui devenaient freelance? C'est gagner plus d'argent? Ouais. Enfin, moi Puis principalement, la liberté, ce que j'ai rencontré, c'était ça. Pour ou contre un team building au Portugal une fois par an? Nous, on a en expérience perso, on va tous les ans à Djerba. Donc la dernière fois, on y était à genre 80. Et c'est un vrai moment fort depuis le début de l'histoire de Staffni. Tous les ans, on va au même endroit pendant 5 jours, 4 jours. Et ça soude énormément les équipes. C'est là où on a défini les valeurs la première année. Et ça permet vraiment de créer un état d'esprit, un esprit particulier dans l'entreprise. Après c'est sûr que ça pose aussi certaines problématiques, comme on évoquait tout à l'heure, d'ordre plus écologique. De se dire, est-ce qu'on amène 80 personnes pour 4 jours à Djerba ou à Lisbonne? Et c'est un truc qu'on n'avait pas du tout, des réflexions qu'on n'avait pas du tout il y a les 3 premières années. Et que maintenant on a énormément. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui sont venus nous voir qui nous ont dit en vrai, ça nous embête. Mais des gens des salariés en interne. Ah oui, ok. Mais ça peut aller, si on tire le fil de ce que tu dis, ça peut même aller jusqu'à inciter à se poser la question de se dire, est-ce que moi en tant qu'employeur, finalement pour continuer à attirer ou autre, est-ce que je dois réfléchir à ces thèmes-là ou est-ce que je dois être nickel d'un point de vue environnemental, etc. pour continuer à attirer Ah ouais, et c'était une vraie question, et t'avais des gens qui étaient un peu tiraillés de se dire en fait... Dans quelle boîte je suis quoi? Non, mais plutôt, en fait j'aime énormément la boîte, j'adore ce moment, je sais que c'est hyper fondateur pour l'entreprise, etc. Et en même temps de l'autre côté j'ai mes convictions, et c'est pas contre la boîte, mais en même temps si je dis j'y vais pas parce que en fait on va prendre l'avion, bah du coup en gros je fais passer un peu mes croyances personnelles avant le collectif, donc ça crée des dilemmes forts chez certains. Et ça a grandi, parce que cette réflexion, elle a évolué quand vous étiez 10 et quand, je sais pas combien vous êtes aujourd'hui, combien? On a une centaine, honnêtement, au début on l'avait pas, et je pense qu'après, il y a une prise de conscience aussi dans la société, depuis c'est assez récent, depuis quelques années. On s'est lancé on a commencé à y aller en 2017. C'est vrai que la question de prendre l'avion, etc., c'était pas un truc. c'était pas un sujet. C'était pas vraiment un sujet. Est-ce que ça en est vraiment encore un maintenant? Oui, de plus en plus, manifestement. Mais c'est sûr, on parlait de Jean-Marc Jancovici, et en fait, il donne, à chaque fois dans ses interviews, il dit il faut changer de paradigme, etc. Il faut changer nos pratiques. Et à chaque fois, il donne comme exemple
le séminaire d'entreprise à Djerba. C'est vrai. J'ai vu au moins 3 vidéos, parce qu'à chaque fois on me les envoie, évidemment. Il me dit voilà, il faut changer ses habitudes, et notamment il faut que les entreprises arrêtent de faire des séminaires de 3 jours à Djerba. Le mieux, c'est de sonder ses salariés, en fait, son équipe. Par contre, pour un qui dit non, tous les autres sont après, privés. est-ce que t'en tiens compte ou pas? Après, il y a aussi ça, mais... Ah là, ça va être... on va peut-être sur les futures questions. C'est vrai. Est-ce que le team building, c'est vraiment la solution pour justement renforcer les liens, le sentiment d'appartenance dans les boîtes avec les collectifs qui se sont un peu délités du fait du télétravail? Et... Enfin, voilà. Enfin, du coup, moi, ma conviction, c'est que le team building, toi tu disais quand on part à Djerba, on crée des liens, etc. Mais les liens sont déjà là. En tout cas, je dis entre les lignes de ce que tu dis, c'est que l'équipe est déjà soudée en amont. Moi, je pense que faire du team building en pensant que c'est ça qui va faire que tu vas développer les liens, le sentiment d'appartenance, je pense que c'est... Non, ça fait pas tout. Enfin, c'est pas un séjour une fois par an. Enfin, c'est ça. C'est pas 3 jours une fois par an qui clairement. Qui font Mais notamment avec de plus en plus de remote, on a une partie des équipes qui sont en full remote. Pour le coup, c'est une fois par an, c'est beaucoup, enfin, c'est très insuffisant. Oui, c'est trop oui, c'est ça. Ouais. Après, le team building, c'est aussi peut-être un moment de lâcher prise sur des profils qui apprennent justement quand ils sont, enfin nous en consulting, tout le monde est à droite à gauche chez les clients, ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance. Et en fait, le fait d'avoir un team building, ça rassemble un peu tout le monde. Et on a essayé de faire un truc, c'est de faire une sorte de tirage au sort où il y a une personne qui organise le team building avec tout le monde a le même budget. Et du coup, il l'organise où il est animateur de ce team building et bien sûr il est aidé par une autre équipe, mais de choisir une activité qui lui ressemble ou qu'il a envie de partager et ça évite d'avoir un escape game, un lancer de hache et un paintball dans l'année, quoi. Ouais. C'est chouette. Ça permet de varier un petit peu. Alors pour l'instant on n'en est qu'au début. On a eu la découverte du rugby, on a eu des choses comme ça qui changent un petit peu. On essaie de faire assez régulièrement des teufs au bureau. Ouais. On est très connus de toute la copropriété. On a un budget parce qu'on a une alarme qui sonne dans le bureau. Passé une certaine heure, il y a Securitas qui vient du coup dans le bureau. Maintenant on l'a mis carrément dans le budget en fait. Maintenant, il faut une intervention Donc maintenant on l'a mis dans le budget, la venue de Securitas à chaque fois qu'il y a une soirée, comme il y a peut-être une soirée par semaine. Faut inviter Securitas à la soirée en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, La prochaine fois c'est ça qu'on fera. Je serais preneur de votre retour aussi, c'est est-ce qu'il faut avoir des employés qui ont ce sentiment d'appartenance pour ce sentiment d'appartenance dans la société pour avoir l'impression que la société elle vit bien et elle est réussie, quoi. Ouais, c'est une très bonne question. Moi, j'en ai besoin. Enfin, moi, je me dis, j'ai envie que mes salariés aient ce sentiment d'appartenance qui représente ma société, RH Venture, etc. Parce que aussi, ils sont chez le client et ils représentent notre image, notre nom. Ça reste pas obligatoire. Tu vois, je cherche pas absolument à ce que les salariés se sentent XO et envie absolument de promouvoir la marque ou quoi que ce soit. Je ne veux pas le rechercher absolument, quoi, dans mon recrutement ou dans la façon dont on va les évaluer, dans leur application, etc. Ouais. Je pense qu'il y a un lien super fort avec la question précédente sur la flexibilité. En réalité, je pense que ce qui fait que tu as un sentiment d'appartenance aujourd'hui, en tout cas ce que doit viser une boîte aujourd'hui, à mon sens, c'est pas le fait que tout le monde ait une sorte de discours unique, une sorte de gouroutisation à l'extrême que les boîtes pouvaient rechercher il y a 10, 15, 20 ans. Je pense qu'aujourd'hui, le sentiment d'appartenance, il vient aussi du fait que tu puisses être toi-même finalement dans ta boîte. Et tu te dis, en fait, ils me prennent juste comme je suis, avec le télétravail, 4 jours par semaine, la fameuse flexibilité dont on parlait tout à l'heure. De pouvoir exprimer sa singularité et penser que ça, c'est compatible avec un sentiment d'appartenance fort. Enfin, que ça le favorise et que c'en est même la condition parfois pour certains. Il y a aussi beaucoup de boîtes qui font croire à leurs salariés qu'elles font du participatif.
je citerai pas l'exemple, enfin, je citerai pas l'exemple d'une boîte qui, une fois par semaine, envoyait un SMS à tous ses collaborateurs qui posait une question pour élaborer, dans l'optique d'élaborer sa stratégie. Après, quand on voit la stratégie et que les collaborateurs constatent qu'il y a un écart super fort entre ce qu'ils avaient pu recommander, proposer, etc., et ce qui finalement a été pondu par la direction de manière finalement assez top-down, bah c'est cata. Enfin, il vaut mieux être dans une démarche sincère et être hyper clair sur le fait que la stratégie, elle revient à telle ou telle personne, plutôt que de faire croire au caractère participatif. Mais ça, c'est toujours le risque quand tu fais appel. Enfin, tu demandes l'avis des salariés sur plein de choses. Hein. Ouais, c'est ça. Et comme là, tu donnes l'exemple, si derrière, tu n'en tiens pas compte. Enfin, c'est une cata. Voilà, c'est ça. Il vaut mieux pas demander. Sur beaucoup de choses, et c'est quand même malheureusement souvent c'est hyper souvent le cas. Donc, ouais. moi, j'ai déjà eu des exemples où, en effet, on s'est dit dans des sociétés, on s'est dit, bon, bah, ok, ça, on leur demande ou pas? Bah oui, mais s'ils disent ça, on fait quoi? Bah, on fait pas, du coup. Bon, bah, alors, du coup, on leur demande pas parce qu'on serait un peu. Donc, il faut faire attention. Après, il y a peut-être une maturité de la société. Enfin, pareil, encore une fois, je parle peut-être de ma personne, mais en fait, j'en sais rien, moi, où je vais. C'est-à-dire que on avance, on a notre stratégie qui est définie là sur l'année parce qu'on sait où est-ce qu'on aimerait aller. Concrètement, dire que dans 10 ans, j'ai acheté la tour à côté de moi, j'en sais rien. Donc vendre... Ça veut pas dire que tu vas le faire, mais tu peux en avoir l'objectif de le faire. Puis c'est pas parce que tu sais pas où tu vas qu'il n'y a pas de stratégie, quoi. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, il peut avoir une stratégie sur du court terme, mais où finalement nous on prend un peu les décisions au fil de l'eau. Quand elles tombent devant nous, elles arrivent, on les prend, on fait avancer les choses et on est là pour écouter. Et on essaie d'avoir un feedback, ok, ça correspond à tout le monde, mais de mettre des grandes stratégies à se dire comment on va évoluer le monde dans 10 ans pour que ma boîte soit prête dans 10 ans, bah en fait, je suis pas sûr que moi en tout cas je sois capable à court terme de prendre ces décisions-là. Mais tu pourrais te dire, par exemple, je veux remplacer tel acteur parce que en fait les pratiques que je promeus sont différentes de celles du grand acteur X et du coup c'est ça mon ambition en fait ultime. Ou alors te dire, je sais pas moi par exemple le purpose c'est de se dire en gros on va permettre à tous les jeunes de trouver leur voie. Tu vois. C'est un peu stratosphérique comme ambition, mais c'est vraiment ça. Et c'est en fait après, tu pars de ça. Après, comment tu le déclines et en fait, ça nourrit et ça éclaire aussi toutes tes décisions du quotidien. De ta... Elles sont du coup comprises. Et elles sont comprises. Pour ça, je disais, t'as pas forcément besoin de participer à la prise de décision dès lors que tu animes sur les éléments de sens. J'ai une culture. Enfin, je ne m'applique pas du tout le télétravail. Pour plusieurs raisons, je pense, parce que j'aime bien avoir un espace où je travaille et que ce soit pas le même que celui où je vis. Première chose. Et deuxième chose aussi parce que j'ai besoin d'être avec les autres, quoi. Avec ceux avec qui je travaille, de leur parler, même de leur taper sur l'épaule, d'être ensemble. Je trouve que c'est en fait de ça que vient l'émulation, la créativité. Et donc j'étais pas du tout télétravail avant le Covid. Évidemment, je pris une bonne claque au Covid parce qu'un jour, j'ai dit à tout le monde, et ça on l'a fait un peu en avance de phase, je sais pas, avec mon associé on sentait un peu, je sais pas si on sentait le truc venir, mais très vite on a dit, dès le 10 mars, on a dit tout le monde en télétravail. Et je me rappelle que ce jour-là, on était dans une salle comme ça, on voyait tous les gens qui passaient et qui disaient allez, à bientôt. Et j'étais là, mais est-ce que j'ai pas fait la plus grosse erreur de ma vie? Là, j'avais l'impression que tout le monde partait en vacances. Et en fait, ça a très bien marché pendant le Covid, ça s'est vachement bien développé. Et donc, maintenant, on est dans un format hybride. On essaye beaucoup de choses. On était à 3 jours de télétravail, puis on est passé à 2 jours. Maintenant, il y a une nouvelle politique qui marche pas mal, c'est en fait on a un jour de télétravail obligatoire pour tout le monde, c'est le mercredi. Et après, chacun peut poser 3 jours dans le mois, là où il veut, en dehors de ces mercredis, donc ce qui revient à peu près à 2 jours par semaine, mais c'est moins le bazar. Vous arrivez à le suivre, ça? C'est beaucoup plus simple à suivre que par exemple 2 jours de télétravail. Ok. Et moi, j'ai encore du mal à imaginer, en tout cas, être dans une boîte
Mais c'est peut-être aussi lié à l'activité qu'on fait. 100% distanciel. Ouais. 100% distanciel. Je trouve beaucoup de mérite à ceux qui y arrivent. Parce que je me dis, on a bâti la boîte sur justement cet esprit de famille, cet esprit collectif, cette entraide, ce côté, cette solidarité, ce côté, ouais, on est vraiment tous ensemble comme un BDE, quoi. Et là, je me dis, si tout le monde était éclaté à droite, à gauche, qu'on se parlait que en visio, j'aurais un peu de mal. Et en fait, en se concentrant de travail, t'es focus que sur le travail, tout le temps. Il y a moins de moments de plaisir, de convivialité, de blagues, de déconnes qui sortent et tout. Et ça, moi, ça m'a manqué parce que la première année, on a fait presque 100% télétravail quand on a créé la boîte. Et ça a été difficile parce que du coup, avec un associé qui est parti parce que lui, il n'a pas supporté. Et à cause de ça, justement. Et du coup, on a pris des bureaux et ça nous a changé la vie. En fait, la croissance de l'entreprise a explosé à partir du moment où on a pris ces bureaux-là, quoi. Donc, intéressant. Ouais, parce qu'avec mon associé, on se voyait tous les jours. Les prises de décision stratégiques, elles étaient faites plus rapidement parce qu'il y a des choses qui traversent l'esprit à un moment. Surtout quand tu es entrepreneur, tu as des choses qui, voilà, t'as pas forcément envie de l'exprimer tout de suite et ça génère les idées. Et en fait, c'est ce moment-là qu'il fallait saisir et pas je le note dans un coin et j'attends la prochaine réunion pour exprimer mon idée parce que tu n'es plus dans le vif du truc. Nous, en fait, quand j'avais créé la boîte, je m'étais en plus sorti de Covid, donc je m'étais dit 100% de télétravail, c'est ouvert, il n'y a pas de problème. Et en fait, on se rend compte, étant à Paris, c'est plutôt un bon indicateur, mais on s'est rendu compte que les gens faisaient 95% de présentiel. Déjà d'une, parce qu'en fait, ils n'ont pas dans Paris 150 mètres carrés et que pour la plupart, des fois, il y a des jeunes, ils ont 25 mètres carrés qui sont très contents de venir au bureau et de voir un peu de monde. Je pense que ça aussi, en fonction de la zone géographique, ça peut peut-être un peu changer. Et du coup, la petite anecdote, c'est qu'on a mis une chose en place, c'est que quand on a des réunions et qu'on est en présentiel, très bien, mais si dans cette réunion, il y a des gens qui sont en télétravail et qui doivent se connecter, interdit d'arriver en retard, ou s'ils arrivent en retard, ils doivent faire un compliment à toutes les personnes présentes à l'heure dans la réunion. Et du coup, promis, il n'y a plus aucun retard depuis ce moment-là, quoi. Tous ceux qui sont en télétravail sont toujours à l'heure. Comme vous, du coup, j'ai besoin de voir les gens. Donc, quand on a créé notre société, moi, mon associé, il est dans le sud, justement. Donc, on a créé notre société en étant à distance. Et moi, j'ai dit, c'est mort, je ne peux pas travailler chez moi. C'est pas possible. Même si je pourrais pas taper sur la main d'un collègue parce que je suis seule. Mais il me fallait un espace de coworking, il fallait que je voie des gens. Et puis il y a aussi des personnes, des profils qu'on ne peut pas laisser en 100% télétravail parce qu'ils ont besoin d'être pilotés, ils ont besoin d'être sans cesse qu'on soit derrière. Voilà, c'est ça, ils sont pas autonomes. Donc, mais c'est vrai qu'après, moi aussi, j'ai une partie, je pense que ça dépend aussi des métiers, moi j'ai une partie de l'équipe tech qui est à distance, qui est pour le coup 100% en télétravail. C'est ça, ce type de profil, c'est possible. Aussi pour les attirer, il faut leur proposer des choses. Ce type de métier-là, c'est clairement... Limite, il va dire je veux vivre en Thaïlande. Mais après, c'est dangereux aussi pour les gens qui travaillent parce que c'est la porte à l'externalisation partout dans le monde. Si tout le monde sait que fait, tout le monde peut travailler à distance comme ça et que le fait d'être ensemble, ça ne sert plus à rien, pourquoi aller travailler avec des gens, des développeurs en France et pas des développeurs en Inde qui coûtent un peu moins cher. Qui coûtent beaucoup moins cher. Donc je pense qu'il y a aussi un risque à trop promouvoir le 100% télétravail parce que c'est aussi, ça peut vite se terminer en 100% délocalisation. Ouais. Oui, et après, la question, ça pourrait être, finalement, si j'ai un collaborateur qui veut être en 100% télétravail, dans ce cas, pourquoi pas prendre un freelance ou un indépendant, un indien, moins cher quoi. Ou alors ou alors carrément, voilà. Alors, l'entreprise doit être une grande famille. Doit-elle être une grande famille, pour ou contre? Non, c'est non. En fait, pour moi, il y a quand même des limites. En effet, il faut qu'il y ait une bonne ambiance et il faut qu'il y ait tout ça. Mais ou alors, peut-être que les personnes arrivent à très bien le faire et pas moi. Mais à partir du moment où je dis voilà, c'est bon, on est une famille, on est des frères, on fait la fête ensemble, on fait plein de choses ensemble. Derrière, si j'ai besoin de recadrer les choses, mais c'est peut-être aussi moi une de mes limites managériales, je sais pas. Mais me dire mince, en fait. On est une grande famille, mais là j'ai besoin de recadrer les choses et je ne serais pas à l'aise dans cette situation-là. Donc c'est aussi peut-être totalement personnel. Mais pour moi, c'est pas une grande famille. On est quand même là pour bosser, on peut bien s'entendre, il peut y avoir une bonne ambiance, plein de choses positives qui vont créer des synergies, etc. Mais juste, on n'est pas la même famille.
Ouais, moi j'associe ça à la notion de discernement en fait. C'est-à-dire que tu peux pas vraiment faire preuve de discernement vis-à-vis de quelqu'un, l'évaluer, l'aider à se développer, le recadrer. Bon, on parle que des côtés négatifs, mais aussi tous les côtés positifs. Je trouve que quand tu n'as pas la bonne distance finalement par rapport à la personne. Finalement, quand tu as de l'affect, tu perds en discernement. Ouais. Quand tu as trop d'affect, bien sûr qu'il faut de l'affect. Hein, Cette machine c'est un robot froide. Ouais, c'est ça. ChatGPT, nous disions. Nous, c'est dans nos valeurs, on a 4 choses et il y en a une, c'est l'esprit de famille. Comment c'est arrivé? En gros, au début, on voulait mettre esprit d'équipe et pour ce que ça, pour ce qu'on peut mettre derrière, hein, la solidarité, le côté, le dépassement, le côté, le fait de s'aider, de se rendre service, de savoir faire un pas de côté, etc., qui nous semblait super important. Et en fait, on trouvait qu'esprit d'équipe, c'était pas assez fort en fait. Ouais. Et du coup, on est passé dans cette discussion, je me rappelle très bien, on est passé à esprit de famille. On s'est dit, ouais, ça correspond mieux à ce qu'on veut vivre, c'est-à-dire ce côté, cette solidarité qui va un peu plus loin que le seul esprit d'équipe et la franche camaraderie, quoi. On voulait aller un peu plus loin. Après, c'est quelque chose souvent qui est reproché, pas du point de vue de est-ce que en fait ça crée une trop grande proximité entre manager, managé, etc. Plus les gens on se dise ça peut avoir un côté un peu sectaire, un peu tu vois la famille quoi. Genre la famille c'est difficile de rentrer dedans, etc. Ouais, on la choisit pas contrairement. Voilà, on la choisit pas. Et si t'as à refaire, franchement je reprendrais ce truc-là parce que je trouve qu'il n'y a pas de terme intermédiaire entre équipe et famille. Ouais, équipe et famille. Et c'est pas famille au sens passer notre vie ensemble. Voilà, c'est pas ça. Et puis on peut se séparer. Voilà, on peut se dire les choses, etc. Mais en même temps, c'est un peu plus que l'esprit d'équipe. En fait, c'est encore un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est plutôt c'est-à-dire qu'on essaie de développer un cadre accueillant, chaleureux, où tu sais que tu as rejoint les valeurs de transparence, etc. Mais tu peux y adhérer ou pas, en fait. Nous, c'est un peu ça. Oui. Tu as ton libre arbitre de ne pas adhérer à ce mode de vie-là, et c'est pas pour autant que tu vas être exclu de la vie de l'entreprise. Et c'est ça la difficulté, je trouve. C'est qu'avec mon associé, on est très à l'affect dans notre façon de manager, dans notre façon d'interagir avec les gens de manière générale. Et du coup, forcément, on crée des liens assez forts, vite, avec les gens. Mais on a des consultants qui, eux, ne fonctionnent pas comme ça. Et du coup, il faut leur permettre de pouvoir s'exprimer et vivre dans la boîte au même titre que les autres, même s'ils n'adhèrent pas forcément à cette vie d'entreprise. Voilà. Donc, plutôt pour à titre perso, mais contre que ce soit reconnu comme une valeur de l'entreprise, tu vois, à laquelle tu dois adhérer. Si tu n'adhères pas à ça, tu n'es pas vraiment dans l'entreprise, quoi. Donc c'est ça, quoi. C'est de mettre à disposition un cadre, tu prends pas. Et puis... Ouais, nous, ça a été, on a eu ce questionnement aussi, et on est parti sur la fraternité. Après famille et équipe, on a mis fraternité. En tout cas, on est bienveillants et on s'accompagne tous. Et on a tous conscience que si un jour ça doit s'arrêter, on le fera dans le meilleur meilleure des façons, quoi. Nous aujourd'hui dans l'entreprise, en fait il y a 4 entreprises. Et dans l'ensemble, ça fait à peu près une petite centaine de collaborateurs. Et qu'est-ce qui a changé entre le premier recrutement et maintenant? Déjà, je vois plus tout le monde en recrutement. Et après, je sais pas ce qui a changé. En fait, il y a plus de méthodes qu'au début. Après, je pense que on recrutait bien au début puisque la première personne qu'on a recrutée, le premier salarié est maintenant un associé de l'entreprise qui a monté l'organisme de formation. Donc c'était pas trop trompé et ça s'est fait. Et je me rappelle, on l'a recruté, sorti d'école, on avait des amis en commun et il nous a mis en relation. Moi, avec mon associé, je savais pas trop encore ce qu'on allait faire. Lui, il savait pas trop ce qu'il voulait faire. Et finalement, on a bien matché. Lui, il a fait quasiment tous les postes et dans l'entreprise. Et finalement, en 2020, on s'est dit, en fait, le mieux serait de monter quelque chose ensemble, réfléchissons-y, etc.
Donc je pense qu'il y a, sur ce qui a changé, il y a beaucoup plus de méthodes maintenant. Moi je lis beaucoup sur le recrutement, méthode de recrutement, comment essayer d'avoir les process de recrutement les plus efficaces, essayer de cibler vraiment les compétences attendues chez le candidat versus ce qu'on a sur la scorecard. Voilà. Donc je pense que c'est entre le premier et aujourd'hui, c'est plus de méthodes. Un point qui a vraiment changé chez nous, c'est que moi, quand j'ai commencé, peut-être un peu par manque d'expérience ou feu flamme, c'était de se dire j'ai croisé quelqu'un dans la rue, c'est la bonne personne, elle arrive demain. Et en fait, un peu parfois des illusions. Moi, j'étais persuadé que c'était la bonne personne, mais en fait, les personnes qui allaient travailler avec cette personne, ça matchait pas forcément. Et du coup, ça, c'était un vrai apprentissage de se dire qu'en fait, il faut mettre un process et puis en fait, il faut déjà aussi faire parler les gens entre eux. Même si moi, je suis convaincu que c'est le bon profil pour cette équipe. Et donc ça a clairement changé depuis le départ. Ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est l'exigence qui a changé entre le premier et le dernier. Parce que le premier s'est soldé par un échec d'ailleurs, donc forcément on s'est reposé des questions. Mais au début on venait de lancer, notre business fait que ça passait essentiellement par le recrutement, donc l'excitation de recruter elle est aussi forte que de signer une affaire chez nous. Et donc au début on avait envie de recruter, quoi. Et donc en fait les premiers candidats qu'on voyait, comme toi, on se disait c'est la bonne personne, c'est bon, etc. Et on pouvait zapper par l'affect, par la personnalité de la personne, les compétences, les vraies compétences métiers qu'on recherche pour nos clients. Et ça, on l'a vraiment fait évoluer et du coup, on a gagné en exigence et en qualité de process, évidemment, ça va avec. Hein, mais... Ouais, intéressant. Enfin, évidemment, moi j'ai beaucoup moins de recul que vous, mais là, on réfléchit à recruter notre premier salarié. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout la même approche avec mon associé. C'est-à-dire que moi, mon réflexe, c'est plutôt d'aller plutôt chercher quelqu'un de mon écosystème, quelqu'un que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé ou que je connais, parce que j'en ai besoin pour me rassurer. Et mon associé, lui, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que lui, il se dit, mais au contraire, tu peux pas juste prendre dans ton premier cercle quelqu'un, il faut vraiment avoir une approche beaucoup plus rationnelle, et se poser la question des compétences, Peut-être trouver dans votre entourage la personne avec les compétences. Qui a les bonnes compétences. Ouais. Ça, c'est intéressant parce que moi j'ai quelques amis que j'ai recrutés, etc. Mais en fait, souvent, en gros, je ne participe pas au processus de recrutement. Oui. Vraiment pas. Là, zéro. Et par contre, après, je travaille avec la personne. Ah oui. Et franchement, c'est hyper agréable parce que tu le connais. T'as pas toute cette phase un peu d'appréhension mutuelle, etc. Quand ça se passe bien, c'est top. Et t'as déjà eu le cas où t'as refusé quelqu'un en entretien, en tout cas ton équipe a refusé un de tes meilleurs amis ou un de tes très bons amis. Après, je ne vais pas non plus dans mes meilleurs amis. Okay. Non, souvent d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je suis pas forcément. Enfin, j'ai l'exemple d'un gars. Et j'ai su, en fait, on m'a averti un moment dans le processus de recrutement que c'était cet ami qui était dedans. Mais c'était pas passé du tout par moi. Okay. Et il se trouve que. Et pareil, j'ai mon frère, je bosse avec mon frère. Et pareil, j'ai quasiment pas su que. Enfin, j'ai su, évidemment, j'ai su un moment, mais ça n'a pas commencé par moi. C'est pas moi qui dis, genre, prenez-le, c'est super. Ouais. C'est en gros lui qui s'est dit, ah tiens, ça pourrait être une bonne idée. Il était déjà venu un peu filer des coups de main et tout, donc il connaissait des personnes dans la boîte. Il s'est dit, bah voilà, moi j'ai ces compétences-là, je sais que vous cherchez à ce moment-là. Il a contacté le manager. Ah oui. Et puis après, il a avancé le premier tour, et après, il m'a dit, genre, ça, j'ai postulé. Et là, ah. L'avantage, c'est qu'il avait l'esprit de famille pour le coup. Ah oui. Ça, il est le même nom. Ouais, c'est vrai que moi, mon associé est aussi une très très bonne amie. Et en fait, c'est ça l'avantage, c'est qu'on se connaît parfaitement. Et on sait comment va réagir l'autre. On sait aussi se dire, moi par exemple, j'ai un tempérament un peu de feu. Et des fois, je dépasse les limites. Bon, moi j'apprends aussi. Hein, parfois, j'ai dépassé les limites. Et pareil, elle me le dit sans... Enfin, et parce qu'on se connaît, parce qu'on sait se dire les choses. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse entre associés. Je trouve que quand on prend un peu de recul sur tout ce qu'on a dit là depuis une heure et demie. Je trouve qu'on a, au-delà de questionner le recrutement, on a beaucoup parlé des liens en fait. Oui, c'est vrai. Des liens en entreprise.
Flexibilité, est-ce que le team building, flexibilité et le lien. remote work, Ouais, est-ce que je te déçois si on part au Portugal par rapport à la RSE? Ouais, team building, est-ce on a besoin de ça pour créer des liens? Non, mais c'est vrai, je pense que dans tous les items, le fil rouge, c'est beaucoup plus le lien. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est passé d'un marché de la sélection à un marché de la séduction. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, en fait, tu sélectionnais, et maintenant, en fait, tu es sélectionné en tant qu'entreprise, donc tu dois séduire pour montrer que tu portes une vision, que tu as justement un esprit d'équipe ou de famille qui va permettre aux collaborateurs de s'épanouir. C'était très très vrai jusqu'à il y a quelques mois, c'est peut-être un peu en train de changer. C'est peut-être un peu en train de changer, on voit avec l'incertitude économique qu'il y a actuellement. Nous, on n'a jamais eu trop de difficultés à attirer les talents dans l'entreprise. Parce que je pense que la mission s'exprime très clairement et que c'est facile de comprendre ce qu'on fait, c'est facile de trouver l'intérêt, on peut très facilement se mettre à la place des utilisateurs et se dire ça m'aurait rendu service ou carrément j'ai été un utilisateur de la solution comme Head of Sales et du coup ça me parle, je me dis que en fait, j'ai envie d'aider à ce que ce genre de projet se développe. Donc ça on n'a jamais eu trop de difficultés et je pense que pourquoi on n'a jamais eu trop de difficultés, c'est d'abord par le sens qu'on a réussi à donner à l'entreprise, peut-être aussi un peu de la visibilité. On a beaucoup travaillé la com externe sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc. Mais je rejoins ton point sur le fait que l'exigence est beaucoup plus forte pour les entreprises aujourd'hui. Moi, je pense que et tu l'as très bien incarné, tu ne peux plus recruter aujourd'hui si tu n'incarnes pas un discours de preuve. Oui, vis-à-vis de tes collaborateurs, de preuves sur la RSE, tu peux pas te présenter comme une boîte, je sais pas, écolo, si effectivement tu pars 4 fois par an au Portugal pour un séminaire team building. Tu vois, vraiment, je pense que l'exigence, elle est pour un candidat aujourd'hui, de te dire est-ce que je rejoins une boîte qui est sincère et dans laquelle ce qu'il va me raconter en entretien va vraiment se vérifier dans les faits. Je trouve que la marque d'une entreprise, c'est l'entreprise en elle-même. Donc en fait, un CEO qui incarne trop fortement sa marque, il va attirer pour lui, mais pas pour l'entreprise. Et alors après, demain, s'il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Et je sais pas, une entreprise, elle doit vivre par elle-même. Donc en fait, pour moi, le CEO, il incarne plutôt des valeurs qu'il transmet, qui sont les siennes ou qui sont celles de l'entreprise. Et après, la marque doit vivre par le travail de tout le monde, quoi. À évoquer le projet, mais on va parler d'un peu plus que le projet. C'est-à-dire que par exemple ton projet c'est une application de job étudiant, tu vas parler de l'emploi des jeunes, tu vas dire quelles sont les dynamiques, quelles sont les perspectives, le désir d'entreprendre chez les jeunes, etc. Et en fait, te positionner à un niveau un peu plus expert va te permettre du coup d'acquérir une crédibilité auprès des acteurs du monde de l'emploi, auprès des DRH, et à la fin, en fait, tu vas être invité, et du coup, ça va être tes clients, et en fait, c'est un cercle vertueux qui se met en place. Mais je pense que tu peux, à partir de tout, tu peux trouver une façon de le vendre, et en fait, et de l'inscrire dans une perspective plus longue, plus haute, plus... Ouais. Je vais réfléchir. On va y réfléchir. Bravo. Bravo à vous. Bravo à vous. Merci.